J'avançais sans me retourner, juste poursuivre mon destin. C'est toi, Jerry. À 20 ans, je savais déjà où je voulais aller. Ça, c'est vrai. Dans des montagnes escaladées et des chemins à parcourir. J'avais sur mes mains la portée de ma destinée. Ça, c'est vrai. À tout prix de devenir quelqu'un, de ne pas souffrir. Ah ouais, j'ai toujours cherché à aller si loin. Je me demande si mon rêve va se réaliser. Écoutez, je veux commencer par saluer cette auguste assemblée. Je vois que 2020 commence sur des bons auspices, parce que, mon Dieu, qu'est-ce que nous sommes nombreux aujourd'hui, hein? En tout cas, bienvenue à tous. Mes chers compatriotes, à l'occasion de ma première adresse à votre endroit, en cette année 2020, il me fait plaisir de vous souhaiter à chacun et à tous des vœux de tranquillité, de paix familiale et de bonheur. Je forme le vœu que la Providence soit infiniment généreuse avec notre pays. Plus que l'opportunité de former des vœux, le Nouvel An est aussi l'occasion de jeter un regard rétrospectif sur notre cheminement commun au cours de l'année écoulée. C'est une condition essentielle pour corriger les insuffisances et ajuster la marche vers l'avant. Ce bilan et les perspectives qui en découlent portent évidemment sur notre groupe national et également sur les événements de portée mondiale. Dans le monde, il y a eu beaucoup de changements. Le plus marquant n'est pas nouveau, puisqu'il s'agit du changement climatique. Le réchauffement de la planète se poursuit. Son ampleur atteint des proportions toujours plus préoccupantes. Pour illustrer, je prendrai l'exemple du Canada et de la Russie, dont les pics de froid ne sont comparables qu'avec certaines zones inhabitées de la planète, comme l'Antarctique. En ce nouvel an, ces pays connaissent les hivers les plus chauds de leur histoire. Les températures y sont supérieures à 5 degrés, là où elles sont habituellement de moins 20 degrés. Ce réchauffement s'est manifesté autrement dans d'autres endroits de la planète selon les climats respectifs. Nous y reviendrons. Dans le monde encore, l'ancien président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a été libéré. Compte tenu des circonstances douteuses de son procès et de sa condamnation, nous ne pouvons que nous réjouir de ce juste retour des choses pour ce symbole de la lutte pour un monde plus juste. Sous sa direction, son pays s'impliquait dans la recherche des équilibres dans le commerce international entre les très puissants et les trop faibles. Cette situation emblématique rappelle que l'année 2019 a été marquée par une généralisation de l'instrumentalisation de la justice dans les pays à faible capacité institutionnelle. L'Afrique en particulier, le Congo, notre pays, n'est pas en reste. En témoignent les arrestations arbitraires qui n'ont jamais cessé. 5 autres jeunes de la société civile viennent d'être transférés à la maison d'arrêt depuis quelques semaines, après un passage obligé dans les geôles du pouvoir, la DGST. Ils ont pour identité Céleste Lemvo Makela, Parfait Odjej Mabiala, Donald Saboukoulou, Gul Osebi Miangue et Melvi Dissivilou. Le tout, à l'international comme dans notre pays, montre que l'intégrité des systèmes judiciaires n'est jamais définitivement acquise. Face au risque d'effondrement qui les guette, nous devons toujours être plus vigilants. Ce devoir étant de toute autre exigence pour ceux qui ont prêté le serment d'honneur de servir la justice. Je n'ai pas perdu mes papiers, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Le maintien de la relance économique mondiale a été une bonne nouvelle. Elle a entraîné la croissance dans les pays du Nord, ce qui a eu pour conséquence de relever le prix du baril de pétrole. Pour la grande satisfaction des pays rentiers des ressources naturelles comme notre pays, malheureusement, peut-on dire, pour notre dépendance à la conjoncture internationale, mais heureusement aussi,
parce que sans cela, nos perspectives seraient toujours sombres. L'Afrique a surtout été marquée par son progrès dans le processus démocratique. Toutes les élections au cours de l'année 2019 ont été pacifiques. Celle du Kais Saïd, nouveau président de la Tunisie, est doublement symbolique. Elle est signalée par la victoire d'un homme seul, soutenu par le peuple contre les grands partis d'une part, et par la capacité des jeunes à prendre le destin de leur pays en main d'autre part. Le mouvement qui a conduit à la démission des présidents Abdelaziz Bouteflika en Algérie et Omar El-Béchir au Soudan montre, pour ne pas s'y méprendre, qu'en réalité, le pouvoir n'est qu'apparence. Des hommes à l'intérieur des systèmes fermés peuvent libérer leur pays en entendant la voix du peuple. Inutile de rappeler que 2 années auparavant, d'autres acteurs avaient aussi permis pacifiquement à leur pays, le Zimbabwe, de revenir dans le concert des nations. Robert Mugabe, puisqu'il s'agit de lui, a disparu en 2019. Son pays lui a rendu un hommage mérité pour sa lutte de libération. C'était un combattant convaincu et infatigable pour l'Afrique. Évoquer l'Afrique par l'un de ses héros de libération ouvre une brèche pour saluer toute cette jeunesse qui, sur tous les coins du continent, rivalise d'ingéniosité avec des inventions technologiques à partir des matériaux rudimentaires et des accès limités aux télécommunications. Elle interpelle les dirigeants sur ce qu'elle pourrait réaliser et ce que serait ce continent lorsqu'il sera libéré de tout ce qui en hypothèque l'avenir. Le franc CFA a particulièrement dominé l'actualité à la fin de l'année 2019. Dans les pays de la zone franc, les accords signés à Abidjan entre les autorités de ce pays et celles de la France, inconnus certes, constituent un pas dans la bonne direction. Avec la communauté nationale, nous attendons que le gouvernement se prononce sur ce sujet et d'autres pour lesquels le poids de l'histoire impacte la construction du devenir. Mes chers compatriotes, concernant notre pays, les autorités de Brazzaville ont fait le bilan le 17 décembre 2019. Comme il fallait s'y attendre, la paix, encore la paix, a été évoquée comme seule réponse réelle à toutes les difficultés qui écrasent nos concitoyens. Ceci nous oblige à aborder cette question jamais débattue. Nous l'aborderons sous 2 angles. Dans un premier temps, les dirigeants qui n'organisent pas les guerres et les pays qui sont en paix ne font pas de la paix un sujet politique. Depuis 1997, ceux qui ont la direction des affaires nationales entretiennent le cantique de la paix. Si ce n'est pas pour rappeler que des armes sont pointées sur le peuple, il est légitime de se demander quand est-ce que les Congolais trouveront finalement la paix avec cette chorale de la paix. Ceux qui en parlent tous les ans rappellent du même coup leur incapacité à la faire. Ils devraient tirer les conséquences de cet aveu d'échec. L'un de mes collègues, dans la lutte contre le changement brutal de la Constitution en 2015, rappelait, à juste titre, que si nous sommes en paix dans ce pays, ce n'est pas grâce à ceux qui en passent pour les chantres, mais plutôt grâce à ceux qui ont refusé de prendre les armes contre leur pays quand ils ont perdu le pouvoir. Parmi ces hommes de grande qualité, il faut saluer d'abord et avant tout le professeur Pascal Lissouba, président élu au cours d'une élection libre et transparente. Il a été d'abord empêché d'exécuter son programme, ensuite renversé par un coup d'État déguisé en guerre civile. Pour la paix de ses compatriotes, il n'a jamais pris aucune initiative visant à reconquérir le pouvoir par la force. Il n'a recruté aucun mercenaire et n'a invité aucune armée étrangère pour envahir son pays. Personne ne l'en a félicité. Lui-même non plus ne s'en est jamais félicité. Loin de lui l'idée de convoquer les fées et les sirènes pour le couvrir de louanges. Il a toujours considéré que c'était son devoir et son honneur de toujours donner la priorité au Congo. Jacques Chouachin Yombi Opango, ancien président de la République et ancien Premier ministre, n'a pas non plus à son passif des velléités de reconquête du pouvoir par la violence des armes ou par des intelligences avec des puissances étrangères. Lui et Pascal Lissouba, qui ont en commun l'expérience unique de l'exercice des deux fonctions imminentes de l'exécutif,
avait aussi en partage l'appel de Jean-Pierre Tshisekedi à la conférence nationale, je cite, « Plus jamais ça, plus jamais ces pouvoirs qui planifient la mort de l'autre ». Fin de citation. Dans un deuxième temps, s'il faut souligner que la paix est une condition propice et essentielle à la création des richesses, il importe aussi de mentionner qu'elle ne se suffit pas à elle-même. La prospérité des nations a besoin de bien plus. Pour clore ce chapitre, disons que les jeunes ne veulent plus entendre le mot paix articulé comme menace de guerre. Les Congolais veulent des écoles où ils peuvent envoyer leurs enfants étudier. Ils veulent vivre dignement du revenu de leur travail. Ils ne veulent plus mourir des maladies dont on ne meurt plus ailleurs. Ils ne veulent plus qu'on leur parle de paix alors qu'on empêche l'alternance démocratique et pacifique dans le pays. En un mot, les Congolais veulent la fin d'une gouvernance qui crée la misère. Ils veulent la fin d'un régime qui s'endette pour effacer le surendettement qu'il a créé. Les Congolais ne veulent plus d'un gouvernement dont les seules expériences avérées sont le mensonge, la violence, le vol et le tribalisme. Nos compatriotes ne veulent plus d'un pouvoir qui les oppose les uns aux autres. Dans le discours dit sur l'état de la nation, qui est une véritable mise en scène, une chose vraie a été dite. Le pouvoir de Brazzaville reconnaît que le pays n'existe plus que par la patience des Congolais. Ce fait est indiscutable. C'est d'autant plus vrai que certains observateurs impartiaux en sont à se demander si c'est toujours de la patience dont il s'agit. Dans l'affirmative, ils se demandent si ce n'est pas trop de patience. Au-delà des difficultés inhérentes à l'existence, notre peuple endure des peines implacables. Elles ont envahi tous les secteurs et tous les aspects de la vie. Les dernières en date se rapportent aux inondations. Les pluies diluviennes qui s'abattent quotidiennement sur notre pays font sortir les rivières de leurs lits. Des quartiers entiers dans toutes nos villes sont plongés dans les eaux insalubres. Face à cette tragédie qui a mis les familles, femmes, vieillards et enfants dans la rue, les autorités de Brazzaville se limitent à accuser le réchauffement climatique et l'absence de solidarité internationale. C'est ici le lieu de rappeler que la communauté internationale n'entend plus les appels à la pitié des dirigeants qui organisent le pillage de leur pays et en appellent à la générosité des autres. Dans le même élan, convenons que les conséquences des masses d'eau qui se déversent sur notre pays seraient d'une moindre gravité si nos infrastructures étaient adaptées. La corniche de Brazzaville, ouverte à la circulation de fraîche date, s'est effondrée suite à une pluie qui n'a été signalée par aucun organisme météorologique international comme une catastrophe nationale. On peut voir la fragilité de sa structure dans les décombres. La preuve est à ciel ouvert que ces travaux publics ont été mal effectués et inutilement surfacturés. En application des lois, la garantie décennale oblige le maître d'œuvre à refaire les travaux à ses frais. Nous espérons que cette fois, ce nouveau dossier qui s'ajoute à d'autres sur le bureau du procureur de la République donnera lieu à une action publique. L'effondrement de la corniche de Brazzaville nous met devant une évidence. Les travaux qui ont été estampillés de l'étiquette des grands travaux ont été mal conçus pour la plupart et trop souvent mal exécutés. Ils sont à refaire et notre pays est à reconstruire. Nous sommes nombreux, les Congolaises et Congolais, qui se tiennent prêts à relever le défi de la reconstruction de notre pays. Nous sommes prêts à discuter des conditions d'une solution pacifique de sortie de crise pour commencer cette grande œuvre. Le dialogue, à n'en point douter, sera au cœur de toute solution pacifique. Nous, la Fédération de l'opposition congolaise, sommes prêts à y apporter nos contributions. Ce n'est pas nouveau. Nous avons toujours privilégié une alternance pacifique dans l'exercice du pouvoir dans notre pays. Ainsi, nous réitérons ici que le dialogue est à cette fin non pas une voie parmi d'autres, mais bien le primus inter pares. Notre première participation au choix du dialogue comme moyen premier de règlement des différends consiste à nous étonner de constater
que le dialogue est aujourd'hui confondu avec le Conseil national du dialogue, qui n'en est qu'un instrument. D'où nous insistons pour tracer la ligne de partage entre les deux. On le sait, pour dialoguer, il faut être deux. La capacité à dialoguer suppose au bas mot non pas seulement celle de reconnaître l'autre, mais aussi celle de respecter celui avec qui l'on se prépare à dialoguer. Celui qui n'en a pas encore fini avec le miroir n'est pas mûr pour le dialogue. Pas plus que le monologue, le soliloque n'est pas un dialogue. C'est bien de parler du dialogue, mais c'est encore mieux de ne pas agiter ce concept comme un épouvantail. Peut-on parler de dialogue quand certains de ceux avec qui l'on doit dialoguer sont en prison pour avoir exercé leurs droits civiques? Comment vanter les perspectives du dialogue quand d'autres d'entre nous sont en quête d'occasion d'user de violence contre leurs compatriotes comme s'ils n'avaient pas le choix? Comment parler avec ceux qui ne savent plus répondre que par le feu des armes? Ici encore, on parle du dialogue comme on parle de la paix. On en parle toujours, mais on ne le fait jamais. Nous ne sommes pas seulement devenus le pays du cantique de la paix, mais aussi celui des sirènes du dialogue. Nous en arrivons à cette conclusion parce qu'il est plus simple, en tout cas plus économique, d'éviter de créer des problèmes plutôt que de créer des organes pour les gérer. Quand ceux qui créent les organes de gestion des conflits sont les mêmes, en effet, qu'on se le dise, il n'y a pas un problème que nous avons eu que nous ne pouvions pas éviter. Pour nous, l'esprit de paix et de dialogue ne s'inscrit pas dans la création des organes chargés d'organiser les pourparlers entre les protagonistes des conflits, mais dans une hygiène morale et de comportement visant à éviter de créer des problèmes. Ainsi, nous croyons que nous accomplirons ensemble un pas si nous prenons le temps de penser à la source de nos problèmes et décidons de les surmonter par tous les moyens nécessaires. Au-delà de ce réflexe de bon sens, nous constatons avec regret que la loi organique relative au Conseil national du dialogue fait de cet organe une annexe de la présidence de la République. Pour cause, non seulement le Conseil tout entier est placé sous l'autorité du président de la République, mais en plus, celui-ci en dispose à sa guise, puisqu'il nomme un quantum des membres en Conseil des ministres et peut nommer sans limite d'autres en dehors. Et comme si cela ne suffisait pas, c'est lui qui saisit le Conseil. Il peut donc ne pas le saisir et le rendre inopérant. En outre, le Conseil n'a aucun pouvoir. Il se limite à faire un rapport de ses travaux au président de la République qui décide de donner ou de ne pas donner suite à ses recommandations. Ce contrôle absolu sur l'organe du dialogue, assorti d'un droit de veto, est malsain. Nous croyons que pour augmenter son utilité et son efficacité, si tant est que la conviction de son opportunité l'emporte, il échouera de faire de ce Conseil un organe avec une capacité décisionnelle et revêtir ses décisions du caractère exécutoire et obligatoire à l'égard de tous. Autrement, cet organe sera cantonné à organiser des parades des personnalités et à consoler des bonnes âmes. Dans l'ensemble de ces considérations, le salut public commande une dissolution immédiate du Conseil national du dialogue en l'état et l'organisation des consultations sur le cadre de la tenue d'un dialogue patriotique. La Fédération de l'opposition congolaise souscrit à ce commandement. Aux uns et aux autres, nous rappelons que les Congolais ne recherchent pas la façon d'accommoder le pouvoir, ils veulent y mettre fin. Vive la démocratie, vive la République, Dieu bénisse le Congo, je vous remercie. J'ai un peu du mal à répondre à cette question. Je voudrais presque vous solliciter vous-même pour poser la question de savoir, est-ce bien là le rôle d'une opposition? Parce que quand l'opposition commence à être le chantre du pouvoir, on est perdu là. On est vraiment perdu. Moi, je le dis sans malice. Tout le monde est perturbé et je ne suis pas la seule. Parce que les propos qu'on a écoutés, s'il n'y avait pas les images, on aurait pu entendre ces paroles au comité central du PCT, mais pas parmi l'opposition congolaise quand même. Vraiment, bon, moi je ne dis que ça, et je pense qu'au-delà de tout ce qui se dit et tout ce qui s'est dit, nous devons nous ressaisir. Nous devons chacun jouer notre partition, à l'opposition s'opposer pour apporter des nouvelles solutions pour le pays, et au pouvoir
de faire ce qu'il a à faire le mieux, c'est-à-dire protéger son pouvoir. Mais ce n'est pas à l'opposition d'être l'avocat du pouvoir en place. Vous savez, cette promiscuité dans les comportements dans notre pays font un peu... On a l'impression que la main gauche donne à la main droite ce que la main droite lui a donné avant. Donc, je te donne ci pour que demain tu me donnes ça. Enfin, ce genre d'accommodement, c'est pas propice à construire un pays, hein, croyez-moi. Il faut sortir de là, mon frère. Je pense avoir répondu à la semaine africaine. Merci beaucoup. Merci. Moi, je vous renverrai seulement, Monsieur Dimi, à ce qui s'est passé en 2016. Parce que ce travail-là, nous l'avons déjà fait. Nous avons vécu dans ce pays l'unité de l'opposition. Quand nous avons organisé les grands rassemblements de septembre 2015 et octobre 2015 à Brazzaville puis à Pointe-Noire, c'est toute l'opposition qui était debout. Malheureusement, après le hold-up électoral, cette belle unanimité a volé en éclats. Je ne veux pas rentrer dans les détails pour expliquer pourquoi les uns sont partis et pourquoi les autres se retrouvent aujourd'hui en prison parce qu'ils n'ont pas reconnu les résultats d'un hold-up électoral. Tout ça pour vous dire que nous ne pouvons pas continuer à faire des vœux pieux de rassemblement ou d'entente. Il faut que nous soyons sérieux. Parce qu'une chose est évidente. Parce que les gens, pour se rassembler, il faut qu'ils se ressemblent et qu'ils aient en partage la même chose. Mais quand nous ne voulons pas la même chose, comment voulez-vous que nous nous rassemblons? Quand une partie de l'opposition chante les mérites du pouvoir, les mérites du grand homme, qui est le seul capable de sauver le pays, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ensemble? Il ne faut pas nous demander l'impossible. Je dirais à ce frère-là, il ne faut pas que nous nous imposions des contraintes que nous ne pouvons pas dépasser. Il faut que nous soyons plus sérieux et que nous sachions ce que parler veut dire. Il ne faut pas dire une chose la journée et la nuit en dire une autre. Ça commence à lasser ce peuple pour le nom duquel nous parlons tous, sauver le peuple, sauver le peuple. Mais finalement, où est le peuple quand nous prenons les mauvaises décisions? Où est le peuple quand nous disons, quand nous appelons presque un candidat unique? Où est le peuple congolais? Je pensais que le peuple avait le choix de choisir entre plusieurs. Mais aujourd'hui, on nous explique à grands cris de renfort qu'il n'y a qu'un seul. Ce qui était Nani. Ben, j'ai peur pour nous, hein. Parce que même demain, la nature peut emporter le seul. Là. Comment on va faire? Ah ben, moi, je n'ai pas envie de me suicider. Hein. Moi, je pense que j'ai encore beaucoup de choses à faire dans la vie. C'est pour vous dire qu'il faut que les politiques arrêtent de faire des discours pour faire bien. Il faut que nous soyons derrière ce que nous disons. Quand nous disons une chose, nous en sommes convaincus, nous allons jusqu'au bout. Moi, ces jeux de grandes phrases, des effets de manche, je crois que ça n'amuse plus le peuple congolais qui se noie dans ses souffrances quand il n'a pas les pieds dans l'eau. C'est la canicule aujourd'hui, dans un pays où il n'y a pas d'eau potable dans les robinets. C'est ça les vrais problèmes du pays. Et pour résoudre ces problèmes-là, ce n'est pas les petits jeux que nous jouons là. Alors, si maintenant la solution consiste à faire des offres de services, parce que c'est un peu à ça qu'on assistait. Si je vais vous donner, si vous allez faire comme ça, mais nous faisons ensemble. Moi, j'appelle ça des offres de services. Tu me donnes là, moi, je te redonne par derrière. Où est le peuple congolais là-dedans? Voilà, M. Dimi, pourquoi ces propositions qui sont faites de la part de certains membres de l'opposition appellent certes réflexion, mais appellent surtout beaucoup de sérieux. Et j'espère que de la part de ceux qui le proposent, ils sont sérieux. Nous sommes ouverts à toute discussion. Ceux qui voudront discuter avec nous, on en discutera comme d'habitude. Mais j'avoue que je suis un peu sceptique. Voilà. C'est que vous, journalistes, vous m'avez posé une question. C'est votre droit. Je donnerai ma réponse, ce sera mon droit, et ça s'arrêtera là. Mais cette fausse paix qu'on organise dans ce pays, avec des prisonniers politiques, qui n'ont pour seul tort que d'avoir dit non à un hold-up électoral, moi, j'appelle pas ça la paix. Et la paix qui est mue par les seules armes, parce que la paix qui est dans ce pays, parce que quand on parle de la patience des Congolais, ce que vous savez très bien, dans mon propos, je vous ai parlé de ces jeunes qui se retrouvent à la maison d'arrêt. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces jeunes? Allez leur poser la question. Ils n'ont rien fait. Avaient-ils des armes, puisque c'est ce qu'on reproche toujours, atteinte à la sûreté de l'État? Avaient-ils des armes? Mais aujourd'hui, ils sont privés de liberté, donc privés de leur paix. La paix n'est pas un slogan qu'on manipule comme on veut, selon ce qu'on veut en faire. Parce que cette manière de manipuler la paix à tout bout de champ, ça prouve une chose, ça veut dire que nous n'avons pas la paix. En France, on ne parle pas de paix. Hein.
Ailleurs, on ne parle pas de paix, même s'il y a des frictions dans la société, mais la paix est quelque chose de... Ça participe de la vie des hommes civilisés. Les hommes civilisés sont en paix et ils ont des problèmes auxquels ils doivent faire face dans l'exercice, dans le quotidien. C'est ça la paix. Mais la paix, quand vous me dites, non, 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 la paix, mais sous-entendu, si tu ne fais pas, hein, attention à toi, avec l'arme comme ça, c'est ce que vous appelez la paix? C'est pour ça que tout le monde se félicite, le chef de l'État le premier, se félicite de la patience des Congolais. Parce que cette fête qui est devenue un cantique, prenons des exemples terre à terre. Vous êtes citoyen, je suis citoyenne. Nous payons des factures d'eau, des factures de courant. Est-ce que nous avons ces produits-là à disponibilité? Et où est notre paix, où est notre liberté? Il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de paix sans liberté. Et il n'y a pas de paix sans démocratie. Je crois que la démocratie doit à la paix ce que la paix lui doit. Les deux vont ensemble. On est d'accord là-dessus, monsieur? Les deux vont ensemble. Donc, arrêtons d'utiliser des termes pour faire bien. Nous ne sommes pas en paix parce que vous ne pouvez pas... Mais allez dire à ceux qui sont à la maison d'arrêt, demandez-leur s'ils sont en paix. Quand vous violez les droits élémentaires d'un être humain, vous allez lui parler de paix? On m'a dit, oui, mais bon, la paix, on a beau dire, quelqu'un a dit, on ne va pas manger la paix. Et on leur répond, mais on mange mieux quand on a la paix. Malheureusement, tout le monde n'a pas à manger. Donc là, il y a un problème, là. Nous, on aimerait bien que tous les Congolais fassent leurs 3 repas par jour, que nos enfants aient à l'école. Regardez un peu. Nous sommes un pays où il pleut énormément. Nous n'arrivons même pas à offrir des imperméables à nos enfants, nous-mêmes. Qu'est-ce qu'il fait quand il pleut? On se met à l'abri quand on trouve un toit. Chez le Ouara, merci, chez le Ouara. Quand ils ne sont pas fermés le vendredi, parce que c'est comme ça aussi qu'ils nous tiennent. Donc vous voyez, tout ça, c'est pour vous montrer que la paix n'est que des mots qu'on lance comme ça à la cantonade. On n'y met pas les vrais critères, on n'y met pas le vrai sens. Vous dites que je foule au pied le CND. C'est toujours un peu la paix, la démocratie, comment on vit ces choses-là. Pourquoi les gens vont à un dialogue? Parce qu'il y a un problème, n'est-ce pas? Pourquoi voulez-vous que j'aille à un dialogue avec mon frère Mirassa? Mirassa et moi, on n'a pas de problème. On va aller dialoguer? On ira dialoguer, toi et moi? En cause. En cause, non? On mange un peu d'arachide. On cause. Mais vous créez un organe pour régler les problèmes du pays. À l'origine, l'idée pouvait même être belle de créer cet organe où, quand il y a des problèmes, on se retrouve, comme nous sommes les spécialistes de créer des problèmes. J'espère qu'un jour, on arrêtera d'en créer. Nous avons besoin de ces organes pour aller nous parler. Mais donnons à cet organe les attributs pour que le travail puisse se faire. Tel que c'est conçu, ça n'obéit à aucun objectif, si ce n'est éclairer le président de la République. Si le président de la République a besoin d'un observatoire, why not? À ce moment-là, la définition du CND aujourd'hui lui sert parfaitement d'observatoire. Comme ça, comme eux, ils circulent partout, ils peuvent dire au président, ah, monsieur le président, là-bas, il y a un problème. Hein. Là-bas, au bord du fleuve, là-bas, il y a déjà 10 parcelles qui sont inondées. Et au quartier Mvela... Non. Et voilà, là-bas, aïe, 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 ça va pas. Parce que le président n'a pas 1000 yeux aussi. Il faut quand même qu'on l'informe, ce monsieur. Il n'a pas... Il ne faut pas trop lui mettre aussi sur le dos comme ça. Hein? Donc, on l'informe, et c'est ça le rôle du CND. Et d'ailleurs, on nous a posé la question de dire, mais Madame Munari, vous critiquez, la fédération critique le CND, et vous les avez reçus. J'ai dit, mais nous sommes des gens positifs. Le CND existe. Nous ne pouvons pas, il faut jamais rompre la communication dans un pays. Nous avons été, nous les avons reçus, nous leur avons donné notre sentiment sur le dialogue. C'est pour ça qu'on ne foule pas au pied le CND pour son côté par rapport aux attributions que lui donne la Constitution. Ça, c'est l'affaire du président, c'est pour l'observatoire du président. Nous voulons d'un dialogue patriotique, et j'en viens à ce dialogue patriotique, pour résoudre les problèmes qui nous préoccupent aujourd'hui. Nous avons un différend. Si nous ne nous asseyons pas pour en parler, on va s'en sortir? Alors, asseyons-nous et parlons-en, fraternellement. Nous avons été reçus le CND parce que nous pensons que les affaires du pays se traitent assis quelque part et on se parle. C'est pour ça qu'on les a reçus. De la même manière, posons-nous la question sur qu'est-ce que nous voulons aujourd'hui. Est-ce que le pays est bloqué, oui ou non? Tout le monde dit le pays est bloqué.
Même avec les cuisses de poulet injectées de je ne sais pas quoi, le pays est bloqué. Bon. Alors, nous ne sommes pas les enfants dans cette salle, même s'il y a des très jeunes au fond là-bas. Pour la plupart, nous sommes des plus de 40, 50 ans ici. Je cache mon âge, hein, je suis une femme. Donc je veux dire comme ça pour envelopper tout le monde. On ne va pas y arriver si on ne se parle pas. On ne va pas y arriver si nous ne nous fixons pas. Pourquoi nous devons aller nous asseoir autour d'un dialogue patriotique? Mais parce que, à l'observation de tout ce qui se passe dans notre pays, fort est de constater que nous ne sommes pas parvenus à mettre le pays sur les rails. Au contraire, nous ne faisons que régresser. Donc, la sagesse qui consiste à dire, et l'humilité, parce que le président avait parlé d'humilité, l'humilité qui consiste à dire non, tout seul je ne peux pas, et c'est l'affaire de tout le Congo, asseyons-nous pour trouver des solutions. Je pense que, je dirais, c'est la voie et il n'y en a pas mille. Nous n'allons pas au dialogue pour faire des offres de services ou je ne sais pas quoi, j'en sais rien. Chacun a son point de vue là-dedans. Hein. Mais nous allons pour dire, il n'y a pas d'eau dans les robinets. Aujourd'hui, on meurt encore des maladies ici ou ailleurs, dont on ne meurt pas ailleurs. Nos enfants n'ont plus d'avenir. Vous savez, vous êtes tous des parents ici. Tous les parents aujourd'hui sont en train de payer 10 000 francs ou 15 000 francs pour essayer de sauver ce qu'ils ont de plus cher, pour former ce qu'ils ont de plus cher, les enfants. Et quel est l'avenir de ces enfants aujourd'hui? Vous pouvez m'en parler? Je ne veux pas nous faire peur à nous-mêmes en disant que l'école aujourd'hui, et je parle devant un professeur qui est debout, donc je vais être très prudente, mais je crois que nous sommes en train de former des illettrés. Et là, je ne fais injure à personne, j'ai mal quand je dis ça. Parce que demain, qu'est-ce qu'on va dire à ces parents qui ont payé... Moi-même, j'ai une école de formation, donc je crois de parler. Ces gens viennent payer 40 000 francs chez moi pour que je forme leurs enfants. Et demain, le pays va avancer. Nous n'allons pas rester cloués comme ça. On va dire à ces enfants-là, ou à d'autres qui sont dans des écoles moins prestigieuses, « Ah non, 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 toi, tu ne peux pas être chef de service, tu ne peux pas parce que tu n'es pas compétent. » Le père ou la mère va dire, « Oh, non, madame, elle a dit. Moi, j'ai payé de l'argent pendant 4 ans pour former mon enfant. Il a le master, parfois même 2 masters. Et vous allez m'expliquer que mon enfant ne peut pas prétendre à une telle fonction? Vous ne voyez pas que nous sommes en train de créer les ingrédients des crises, crise sur crise. Des crises, merci, professeur. Des crises cycliques. Donc, asseyons-nous. Ce que nous avons à faire pour le pays est trop important et trop lourd. On ne va pas jouer avec ça. Prenons le temps de nous approprier nos problèmes ensemble pour trouver des solutions ensemble. Au sortir de ce dialogue que nous appelons, on n'aura pas tout réglé. Mais au moment où on se sera mis sur la voie, où on va. Vous voyez ce qui se passe à la corniche de Brazzaville, là? Franchement, moi, je peux être mauvaise langue. Moi, je n'ai pas fait BTP, je n'ai jamais construit une maison. Je ne sais pas comment on met le béton, je ne sais pas quoi. Mais quand je regarde les restes de la corniche, là, on a l'impression qu'on a saupoudré, on a versé des seaux de goudron sur la terre. Franchement. Et tout ça, c'est la dette hein, que nous devons payer. Donc, ça nous fait rire parce qu'il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Mais sinon, c'est grave pour le pays. On nous dit nous avons une dette de, je ne sais pas, 5 000 milliards, par exemple. On nous dit ces travaux sont des provisoires. Ok, très bien. Provisoire au sens... Non, attendons. Moi, j'ai essayé de m'informer quand même. Provisoire au sens où, comme il y a une garantie... Enfin, c'est ce que j'ai cru comprendre. Comme il y a une garantie décennale et que les 10 ans ne sont pas encore échus, ces travaux sont encore provisoires. Parce que au cours de ces 10 ans, s'il y a un problème, c'est l'entreprise qui règle. Et 10 ans après, s'il y a des problèmes, ça, c'est l'affaire du propriétaire, du maître... voilà. Voilà où nous en sommes. Donc, le dialogue patriotique a ceci de préférable à tout ce qu'on raconte, c'est que nous allons, pour une fois, encore donner la priorité à notre pays, pour que nous nous en sortions. Pour que demain, nos enfants, nos petits-enfants, puissent jouir de ce beau pays. Nous ne savons pas où va nous conduire les changements climatiques, mais il va falloir, même dans ce que nous appelons la formation et tout ça, que nous nous armions déjà, au lieu de pleurer tout le temps, faisons comme les autres. Le changement climatique va toucher tout le monde. Les autres s'organisent déjà pour parer à ça. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On pleure. On fait la politique. On fait des incantations, on fait des offres de services. Est-ce que c'est sérieux?
Bon, j'espère que vous avez compris le dialogue patriotique auquel nous aspirons, que nous attendons pour sortir le pays de l'ornière. Pardon? Vous savez, si mon frère Pascal avait dit « Nous allons avoir du mal à avoir une élection meilleure que celle de 2016, parce que lui et moi, on peut en parler, on était les candidats. » Si mon frère s'était arrêté à ça en disant « Tel que je vois les choses, en 13 mois, là, ça va être compliqué. Je crains que ça ne soit encore du bricolage comme par le passé. » Moi, j'aurais applaudi des deux mains. Mais c'est tout ce qu'il ajoute après qui pose problème, qui fait penser à des... On a l'impression que c'est un jeu de rôle. Lui, il a dit un truc, un autre est venu dire un truc, l'autre a dit un truc, on a l'impression qu'on les a mandatés, chacun a eu sa feuille de route. Et c'est ça qui est gênant. Et c'est ça qui est gênant parce que je suis d'avis avec lui et tout ce qui en parlait, que des efforts doivent être faits pour aller à une bonne gouvernance électorale. Pour preuve, ça avait été évoqué au dialogue de CBT, comme ça a été évoqué au dialogue alternatif de l'opposition, de Diata. Voilà. On avait évoqué. Ça veut dire que nous sommes d'accord que les élections telles que nous les faisons aujourd'hui, ce ne sont... Enfin, le moins qu'on puisse dire, c'est du bricolage. Sinon, on pourrait en dire plus. Maintenant, quand on a dit ça, il faut se dire maintenant, il y a des problèmes, asseyons-nous. Mais vous ne pouvez pas donner des solutions à la cantonade comme ça au marché total. Non, je te donne 2 ans, je te donne 3 ans. Et puis toi, tu me donnes. Et puis toi, tu dis, on travaille ensemble. Moi aussi, il faut quand même. Hein. C'est pas ça qu'on veut. Et de ce point de vue-là, je suis prête. Nous sommes prêts à aller travailler avec tous nos frères de l'opposition pour dire, non, bon, on s'assied, on fait comment? Avec nos frères du PCT, on s'assied, on fait comment? Les turbulences, ça n'arrange personne. Pour la petite histoire, je vais vous rappeler un fait. Nous, de la Fédération, avons écrit au secrétaire général d'alors, sous la bénédiction, l'égide, puisqu'on aime bien l'égide de la communauté internationale, de M. Fall, avec lequel je me suis fâché parce qu'il a voulu nous entraîner dans un truc pas bien. Bon, ça, je pense que c'est réglé. Pour dire, asseyons-nous, arrêtons des objectifs communs pour commencer à sortir le pays de l'ornière. Je pense que c'est la seule attitude patriotique qui vaille la peine. Et je suis convaincu que c'est ensemble, j'ai toujours dit, c'est ensemble que nous allons sauver le pays. Personne n'a la solution magique dans sa besace. C'est ensemble qu'il faut s'asseoir parce que les problèmes sont sérieux. Mais de ce point de vue-là, alors oublions le nombrilisme, oublions nos intérêts. C'est facile aujourd'hui, ça fait bien de dire ça, non. Oublions un peu nos intérêts personnels pour aller à l'intérêt collectif. Parce que dans cet intérêt collectif, si vous pensez que vous ne vous retrouvez pas, votre voisin se retrouve là-dedans, votre soeur se retrouve là-dedans, votre père qui est retraité se retrouve là-dedans. Vous voyez? Donc c'est ça dont nous avons besoin. Mais ne faisons pas seulement offre de service. Bon, je pense que celui à qui on adresse ces messages d'offre de service saura récompenser les uns et les autres le moment venu, mais nous, ça ne nous gêne pas. La seule chose que nous voulons, c'est qu'on s'asseye pour trouver une solution pour le pays, qu'on se mette en rang de bataille pour construire un nouveau pays. Les histoires de la corniche, ça, c'est pas fini. Hein? Bientôt, vous allez entendre que là-bas, là, sur la partie nord, ça va chauffer encore. Ben voilà, notre belle université et notre beau stade qui devait être notre Versailles de demain, allez voir ce qui s'y passe. Donc tout ça, ça nous fait mal en tant que citoyenne, en tant que machin. Parce qu'on a dépensé de l'argent entre le vrai argent des travaux et les surfacturations. Croyez-moi, on a mis de l'argent. Mais au moins que ça demeure, que ces ouvrages-là demeurent. Voilà ce que nous voulons aller regarder. Pour que plus jamais un Congolais ne puisse faire une chose pareille et qu'il puisse se pavaner dans les rues de Brazzaville comme si de rien n'était. Celui qui a validé la qualité des travaux de la corniche était en prison. Mais semble-t-il, il est sorti. Et j'étais très surprise de savoir qu'il venait d'être élu membre du comité central. C'est quel message qu'on envoie aux gens? Alors, on nous a dit, oui, on vole des lampadaires. On vole des lampadaires. J'étais à Madingou, on vole des lampadaires. Et puis, les gens ne font rien. Monsieur le Président, nous, on va frapper les voleurs de lampadaires quand on mettra la main dessus. Mais vous frappez les pilleurs du trésor de l'État. À ce moment-là, ça a du sens. Pourquoi on nous demande de sanctionner celui qui a volé un œuf et celui qui vole des bœufs?
Je ne touche même plus à l'élection. Ah, président Mirassa, pardon, on ne provoque pas les gens ici. Voyez pourquoi nous devons travailler ensemble. Et moi, je compte sur vous, les journalistes. Vous savez tout ce qui se passe comme changement dans le pays, dans les pays des autres. Les journalistes, ils sont pour beaucoup. Mais malheureusement, je ne sais pas. Bon, il faudra qu'un jour vous nous disiez qu'est-ce qui vous bloque. À part la faim. La faim, tout le monde a faim. Hein, ça, on ne parlera pas de la faim. À part la faim. Qu'est-ce qui vous bloque pour porter le vrai message? Ayez le courage de... Franchement, vous ne pouvez pas faire en sorte que les choses graves se passent dans le pays et vous bottez en touche. C'est comme si vous décernez une immunité à tous ces gens qui sont en train de nous tuer le pays. Parce que ce pays nous appartient à tous au même titre. Nous sommes en indivision. Chacun a sa part dans ce pays. Faites votre boulot aussi, mesdames, messieurs. Au lieu de faire de Télé Congo, Télé Foufou. Hein? À louange de... des conneries comme ça. Franchement. C'est ça qui va changer la vie des Congolais. Et vous saluez ça. Vous savez, quand on vient dans un pays... Moi, à l'époque où je voyageais beaucoup, j'aimais bien, quand je vais dans un pays, d'ailleurs tout le monde le fait, tu allumes la télé locale pour voir un peu comment ça se passe. Je ne sais pas ce que les gens qui viennent au Congo, quelle impression ils emportent de notre pays quand ils suivent Télé Congo. Bon, Télé Congo. Voilà. C'est pas bien. Et vous êtes responsable. Parce que vous avez la plume et vous avez le porte-voix pour parler. La maman qui est à Total ne peut pas parler. Vous pouvez parler. Vous pouvez interpeller. Vous êtes venu m'interpeller, mais c'est trop facile. Moi, j'ai aucun pouvoir aujourd'hui. Mais j'espère que le jour où je suis au pouvoir, vous allez m'interpeller de la même manière, même plus fortement. Même s'il y a la faim. Ou même s'il n'y a plus la faim. Voilà. Changer les institutions, c'est pour les concitoyens. C'est pour aller de l'avant dans le pays. Un pays où les gens ne mangent pas à leur faim. Un pays où les gens ont les pieds dans l'eau. Un pays où, avec le changement climatique, les gens ne savent plus à quel sens se vouer. Vous n'avez qu'une préoccupation, les élections. Mais pour faire une bonne élection, asseyons-nous. 2016, il y a eu des problèmes. C'était une élection. Pourquoi ne pas s'asseoir pour s'organiser pour qu'il n'y ait plus de mars 2016? Voilà la vraie question. Vous faites allusion aux opposants, aux prisonniers après. Mais les prisonniers les gens qui sont en prison, et puis même l'organisation simple de l'opposition. En un an, vous allez faire le recensement, vous allez émettre les cartes biométriques, parce que ça a été demandé à CBT, hein, le dialogue fait par le pouvoir lui-même. Il y avait les cartes biométriques. On n'est pas allé jusque-là. Je crois que bon, s'il faut aller aux élections, s'il faut faire un bis repetita de 2016, on va le faire, mais les conséquences seront les mêmes. Parce que la situation n'aura pas été assainie. Une proposition des gens qui sont dans votre camp, puisque ce sont des opposants comme vous, pour lâcher le mandat, aller en 2023. Parler des problèmes du Congo, qu'on définisse une feuille de route ensemble et qu'on suive cette feuille de route. Est-ce que ça va nous emmener à l'élection en 2021? Nous verrons bien, mais nous en déciderons ensemble. Une candidature unique entre vous, non? Une candidature unique entre nous. Vous savez, les opposants, il y a un parmi vous qui a fait la proposition. Elle est la bienvenue ou pas? Bon, il n'était pas là quand quand nous avons signé la charte de l'opposition. Nous étions 5 candidats. 2 sont en prison parce qu'ils n'ont pas accepté cette mascarade électorale, ils n'ont pas voulu reconnaître les résultats. La 3e, c'est moi qui vous parle. Et les 2 autres ont rejoint le pouvoir. Alors, on va faire un candidat unique avec qui cette fois-ci? C'est ça le vrai problème. Parce que moi, je vous dis que ce qui tue ce pays, c'est un peu cette promiscuité. Tu me donnes, je te donne. Tu me donnes là, tu me fais la passe ici, je te la fais là. C'est comme au match de football. On ne peut pas continuer comme ça. J'avançais sans me retourner, juste pour poursuivre mon destin. C'est toi, Jerry. À 20 ans, je savais déjà où je voulais aller. Ça, c'est dans des montagnes escaladées et des chemins à parcourir. J'avais sous mes mains la portée de ma destinée. À tout prix de devenir quelqu'un, de ne pas souffrir. Ah ouais, j'ai toujours cherché à aller si loin. Je me demande si mon rêve va se réaliser avant de tomber devant ton charme des bonnes années. C'est vrai ça. Je